puisqu'on est. Donc, d'abord, peut-être ceux qui n'ont pas vu la liste, tiens donc, la contribution, c'est ce que donc, vous avez tout ça sur notre site internet, vous pourrez voir le détail des propositions, mais c'est peut-être bien d'échanger de vive voix également. Donc, fédérer, bâtir, jouer, tout simplement. Alors, bon, fédérer, j'espère que tout le monde comprend, a priori. C'est pas compliqué, on va essayer de rassembler le maximum de gens possible, y compris dans les listes concurrentes après les élections. Ça, c'est quelque chose que j'ai toujours fait, que ce soit comme président de ligue ou comme président de commission au sein de la fédération. J'ai toujours ouvert ça à l'ensemble des gens qui étaient dévoués et qui avaient envie de s'investir. Donc, je l'ai fait comme président de ligue, puisque j'ai pris comme secrétaire général ou autre des gens qui n'avaient pas forcément voté pour moi. Quand j'étais président de commission, que ce soit la commission d'appel sportif ou la commission de l'arbitrage au sein de la fédération, je l'ai également fait. On parlait tout à l'heure des élections de Jean-Claude Moins et de Christian Bernard. Christian Bernard était sur la liste opposée, il était tête de liste de la liste opposée, et je l'ai pris au sein de la DNA. De même que Jean-Christophe Bazaille ou Serge Desmoulières à l'époque étaient aussi sur la liste adverse. Et je les ai intégrés à la DNA parce que c'était de grands techniciens et de bons connaisseurs du sujet. Ils étaient volontaires, il n'y avait pas de raison de s'en priver. Donc fédérer, ce sont des choses que j'ai déjà faites. Voilà, ce n'est pas des promesses juste en l'air, mon expérience parle là-dessus. Je l'ai déjà fait, je le ferai, et je pense qu'on proposera à la liste arrivée deuxième sans doute des postes également au sein du bureau fédéral s'ils veulent s'investir. On ne va pas être un clan, tout le monde va bosser, on est suffisamment peu nombreux au sein de la fédération à vouloir s'investir. Je parle sous le contrôle du secrétaire général. Je suis président du club, voilà. Pour refuser quelqu'un. Bâtir. Bon, bâtir, c'est assez compréhensible aussi. Vous savez peut-être qu'il y a eu une assemblée générale en mars où l'ancienne équipe a été sanctionnée parce qu'elle avait fait des erreurs de gestion, pour parler simplement. Ensuite, il y a eu aussi, donc il va falloir rebâtir déjà une gestion saine au niveau de la fédération. Ça, c'est très important. Et puis, au cours des années, il y a eu également beaucoup d'accumulation de règlements, que ce soit au niveau des compétitions ou même dans le fonctionnement interne de la fédération. Beaucoup de rustines qui ont été posées. À chaque fois qu'il y avait des petits problèmes, on créait une nouvelle règle. Un petit peu d'improvisation, je dirais, au niveau des compétitions, même de l'organisation, même de la structure des interclubs. Donc, ce que nous allons proposer, c'est de faire des états généraux, c'est-à-dire d'interroger les clubs, tous les présidents de clubs et tous les gens, les capitaines d'équipe, évidemment, les joueurs, de faire des remontées au niveau fédéral et d'organiser dès la première année des états généraux avec le sujet essentiel des compétitions par équipe. Donc, vraiment tout remettre à plat, sans tabou, que ce soit essentiellement les interclubs, bien sûr, mais également toutes les coupes et toutes les compétitions, jeunes et adultes. Il y aura également des questionnements sur les championnats de France, adultes et jeunes, et j'y reviendrai là aussi. Sur le fait de bâtir, il faut aussi bâtir des relations solides avec nos partenaires, que ce soit des partenaires privés ou publics. Quand je suis arrivé donc en avril à la tête de la fédération, on avait une convention avec le ministère des Sports qui n'avait pas été refaite, alors qu'elle aurait dû être faite en décembre. Je suis arrivé en avril, ce n'est toujours pas fait, donc il a fallu renégocier avec le ministère et ça représentait plusieurs dizaines de milliers d'euros. Donc ça, normalement, c'est le travail du DTN au sein de toutes les fédérations sportives. Ensuite, il y avait également l'autre ministère avec lequel nous sommes souvent en relation, qui est l'Éducation nationale. Là aussi, depuis 2 ans, la convention que nous avions passée avec le ministère de l'Éducation nationale était caduque. Donc on vivait toujours avec l'ancienne convention, mais qui n'était plus active depuis 2 ans. Il y avait une certaine inertie qui faisait qu'on pouvait toujours intervenir dans les écoles, mais en théorie, on aurait pu nous fermer la porte des écoles. Donc voilà, bâtir bien sûr donc, ces relations saines avec les partenaires publics. J'ai également signé une convention avec l'UNSS très récemment, qui nous permettra, on l'espère, de fonctionner avec les clubs sportifs au sein des établissements scolaires, du collège essentiellement. Tout ça, évidemment, je ne l'ai pas fait tout seul. Il y a eu du travail de l'ancienne équipe qui avait été fait aussi, et j'ai récupéré une grande partie de leur travail, bien sûr. Les partenaires privés, il va falloir retrouver la confiance des partenaires privés, puisque l'ancienne équipe a perdu notre partenaire principal qui était BNP Paribas. Donc aujourd'hui, il y a de nouveaux partenaires qui sont prêts à s'investir. Monsieur Poitiers en a quelques-uns avec lui, on espère qu'ils suivront même s'il n'est pas élu. Et de notre côté, nous en avons d'autres aussi qui suivront également sur
sur des projets particuliers. Ce qu'on voudrait mettre en place au niveau fédéral, plutôt que d'avoir un grand partenaire, c'est plutôt d'avoir des partenaires en fonction des manifestations ou des projets particuliers. Donc plutôt que d'avoir un grand partenaire à 200 ou 300 000 euros, d'avoir des partenaires à 10, 15 000 euros pour aider des actions ponctuelles. Par exemple, l'équipe de France Jeune, on peut imaginer que ça peut intéresser quelqu'un. Le championnat de France féminin, on peut aussi imaginer que les partenaires privés peuvent être intéressés à ça. Et puis l'avantage, c'est que si un partenaire s'en va, c'est plus facile pour le remplacer, c'est moins lourd et les conséquences pour la fédération sont moins dangereuses. La fédération de hand, pour ce genre de partenariat, a 2 ans d'avance. Donc il y a des files d'attente pour les partenaires privés, ce genre de choses. On n'en est pas encore là au niveau fédéral. Je ne sais même pas si on va y arriver un jour, mais ça peut être une option. Au moins sur certains points, bon, ça peut exister. Jouer, donc fédérer, bâtir, jouer, c'est le nom de la liste. Et jouer, j'ai insisté là-dessus parce que on oublie un petit peu simplement ce côté plaisir de jouer ensemble aux échecs. C'est quand même amusant. Vous allez faire la coupe loubatière pour certains, demain, après-demain, non, le 11, c'est ça? C'est fini. Je suppose que vous le faites quand même pour le plaisir, non? Donc c'est vrai qu'on insiste beaucoup sur le côté éducatif, éveil citoyen, sportif même. Mais enfin, la majorité des joueurs ne jouent pas pour les prix dans les tournois, jouent vraiment pour le plaisir. Donc c'est quelque chose qu'il faut retrouver. Ce respect des joueurs, l'accueil notamment des joueurs. Voilà pour le titre général. Après, si je rentre un peu dans le détail de nos projets, en fait, il y a vraiment 3 sortes. La formation, la réforme des compétitions et la gestion saine. Ça, c'est vraiment les 3 sortes. Sur la formation elle-même, je vais prendre mes notes, ça sera plus simple, que je ne vous redise pas des bêtises. Donc sur la formation, déjà, on va simplifier un petit peu le programme de formation qui existe actuellement. Je l'ai déjà dit dans d'autres réunions, mais on a 7 niveaux, on a 7 niveaux différents pour les formateurs. C'est quand même délirant. 3 niveaux d'animateurs, 3 niveaux d'entraîneurs et 1 niveau d'initiateur. Plus les formations sont sanctionnées d'un examen qui a lieu à la fin de la formation, qui est donné par le formateur lui-même. Ce n'est pas des méthodes sérieuses pour travailler. Il y a une indépendance normalement vis-à-vis des élèves qui, sans parler de copies forcément anonymes, mais que ce soit le formateur lui-même qui donne l'examen et qui le corrige, ça ne me semble pas très simple. Aujourd'hui, au niveau de l'arbitrage, on arrive à avoir des examens nationaux qui sont corrigés au niveau national. Il n'y a aucune raison qu'au niveau de l'animation ou de l'entraînement, on n'ait pas la même chose. Donc on va proposer de simplifier déjà le nombre de grades, parce qu'il n'y a aucune raison d'en avoir autant, et puis de passer donc à des examens nationaux et si possible anonymes, individuels. On a des gens pour mettre ça en place, vous avez la liste, on a des formateurs reconnus. Bon, dans le coin, il y a Yannick Berthelot qui est relativement connu. Vous avez également des gens comme Jean-Noël Riff, Jean-Baptiste Mulon, qui sont également des entraîneurs talentueux, Jean-Marc Degrave également, qui est un entraîneur de haut niveau. Donc, sur la liste, j'ai voulu avoir des gens qui avaient des fonctions très précises pour s'occuper de secteurs très précis également. Et là aussi, ça sera important que chaque membre du comité directeur ait vraiment un poste attribué, que ce soit un vrai chef de projet, qui rende des comptes au sein du comité directeur, qui suive les projets avec les commissions et qui rende des comptes également en assemblée générale. Et puis au moins, si les choses sont mal faites, on saura à qui s'en prendre. Ce ne sera pas vaguement quelqu'un, en gros, le comité directeur a dit que. Non, on aura vraiment des gens en charge de quelque chose. Comme vous avez dans les mairies, dans une municipalité, vous savez qui est en charge de la culture, qui est en charge du sport. Au sein de la fédération, vous saurez qui est en charge de la formation, qui est en charge du secteur vétéran, qui est aussi un secteur qu'on va développer fortement. Il y a un autre point dans la formation que nous voulons absolument développer, c'est la formation des dirigeants. Ça, c'est quelque chose qui avait été mis en place vaguement à la transition de l'époque loubatière Jean-Claude Moins, mais qui n'a pas été prolongé, c'est un petit peu dommage. Beaucoup de dirigeants actuellement ont le sentiment d'être très seuls. Beaucoup de présidents de clubs tiennent leur club à 1 ou 2 personnes. Et on l'a déjà vu, on a tous connu des clubs qui disparaissaient parce que le président s'en allait et petit à petit le club délétait. Donc c'est dommage. Aujourd'hui, on a un souci de trouver des bénévoles. Ils sont fatigués, ils sont un peu débordés. Donc on va essayer de mettre en place ces formations de dirigeants, y compris en les ouvrant aux jeunes dirigeants. Ça aussi, c'est quelque chose d'important. On a beaucoup de jeunes qui sont motivés, dès l'âge de 14, 15 ans, 16 ans. En plus, pour leur CV, ça peut être utile pour la suite de leurs études.
quand ils vont chercher du boulot, le fait de s'investir dans le monde associatif, c'est quelque chose qui est reconnu. On a des jeunes qui travaillent comme étudiants, par exemple, en école de commerce, ou en gestion, donc en communication. Enfin, on peut exploiter quelques jeunes, exploiter entre guillemets, on peut exploiter quelques jeunes qui sont motivés, qui ont du temps libre, s'ils sont étudiants. Enfin, quand j'étais étudiant, je passais plus de temps au club d'échecs qu'à faire mes études. Mais ces gens-là, ils ont besoin aussi d'être accompagnés. Donc je pense que la fédération peut les aider à ça. Là aussi, sur notre liste, j'ai demandé à des gens qui connaissent le monde du travail de s'intégrer à notre équipe. Donc on a par exemple Sylvie Gensling, qui est juriste à l'URSSAF. Quand j'étais président du club de Toulouse, on a eu des contrôles URSSAF. J'aurais bien aimé avoir quelqu'un de référent au niveau de la fédération pour me donner un coup de main, parce que c'était pas facile. On a également Marc-Émile G, qui est quelqu'un qui est formateur en gestion et en comptabilité. Donc tous ces gens-là sont prêts à s'investir pour mettre en place ce type de formation. On a Anémone Pulzac aussi sur notre liste. Peut-être vous la connaissez comme arbitre, mais dans le civil, elle est cadre dans les ressources humaines. Elle travaille actuellement à l'université de Nice. On a également Johan Lebanier, qui était lui-même agent de développement pour son comité départemental, qui est aujourd'hui président de Ligue. Donc il connaît les fonctions d'agent de développement. On a également Olivier Minot, qui est président de Ligue, et qui a mis en place des formations de jeunes dirigeants, justement. Donc on va s'inspirer de ce qu'il a fait en Franche-Comté. C'est des choses qui existent déjà. Et il l'a fait notamment avec le CROSS régional, donc le comité olympique et sportif, qui donne des formations qui sont payantes, mais qui honnêtement ne sont pas très chères, mais on n'a pas forcément le réflexe en tant que club d'échecs d'aller suivre ce type de formation. Vous allez bientôt mettre en place des formations au niveau de la Ligue, si tu veux faire ta pub. Oui, au niveau de la Ligue, oui, on fait des formations pour les bénévoles. À partir le 12 novembre, on va en faire une, et puis Eric Aumont va nous en faire une aussi dans 53. Mais on a déjà travaillé avec le GDOS pour la formation des dirigeants l'année dernière. On avait fait une formation de dirigeants avec le GDOS. Oui, c'était l'année dernière. Voilà, donc c'est des choses qui existent. Les clubs d'échecs n'ont pas forcément le réflexe de suivre ou d'aller voir ce genre de formation. Voilà, c'est ça, on n'est pas suivi, on ne sait pas ce qu'il faut faire. On a fait des trucs par nous-mêmes. On n'a pas la fédé qui nous guidait pour nous aider. On avait fait une demande parce qu'on voulait faire une formation pour les présidents. On avait fait une demande à la fédération, ils nous avaient dit demandez ce dont vous avez besoin, on verra. Et puis, on vous expliquera comment vous en passez. Oui, c'est Coluche. Et donc on avait laissé tomber, on s'était débrouillé par soi-même, par nous-mêmes. Donc là, écoute, si tout se passe bien, on aura des référents. Par contre, on va piquer tes idées et on aura besoin de toi pour nous indiquer les stages que vous avez mis en place. Il faut pas rêver. La fédération, c'est pas quelque chose d'abstrait. C'est des gens comme Laurent. Voilà. Donc, c'est vous, la fédération. Mais bon, on a des référents, des professionnels qui sont prêts à s'investir dans ce type de formation. Donc, je pense que c'est quelque chose vraiment d'essentiel. Déjà pour vous aider, vous, en tant que responsable de club, à trouver des gens pour vous aider, à vous aider vous-même, à vous former vous-même, à être plus efficace, et puis à essayer de trouver des gens qui vont vous épauler, voire vous succéder peut-être un jour. La formation bénévole qu'on va faire en novembre, c'est une formation sur les capitaines d'équipe, sur les responsables, surtout ça va être basé cette formation-là essentiellement sur les responsables d'équipe. Quand un parent amène les enfants jouer, quand 4 adultes ou 6 adultes ou 8 adultes se déplacent, qui fait le capitaine, qui fait l'arbitre, qu'est-ce qu'on a le droit de parler, est-ce qu'un président peut intervenir pendant une partie, etc. Plein de choses que les présidents ne savent pas. On a eu beaucoup de soucis. Je suppose que c'est partout pareil. Et donc les gens ne savent pas et ils ne sont pas informés. Donc on va former d'abord cette première réunion, cette première information, ce sera sur ça essentiellement. Après on verra si on peut rebondir, faire autre chose. Oui, les cycles de formation qu'on peut mettre en place, ça peut évoluer bien sûr, mais a priori il y a 3 bases essentielles, évidemment, c'est l'administration, la gestion et tout ce qui est technique fédérale, évidemment. Donc ensuite, je vous ai dit qu'on allait axer notre politique sur le développement et la révolution des compétitions fédérales. Je dis révolution pour vous réveiller un petit peu. Donc sur les compétitions sportives elles-mêmes, d'abord, faire venir les gens au club. J'ai pas de formule magique. Par contre, dans tous les clubs, chacun a des idées différentes pour faire venir les gens au sein des clubs. C'est important aujourd'hui parce qu'on a une concurrence avec Internet pour suivre les parties et même pour jouer. C'est quand même beaucoup plus facile de jouer dans son salon que de se lever, d'aller au club. Donc il faut qu'il y ait une plus-value quand les gens vont au club. On avait mis en place à une époque les Blitz, le challenge de Blitz, notamment pour animer les clubs.
le vendredi soir par exemple. Donc là aussi, je n'ai pas de formule magique, mais j'aimerais qu'au sein du comité, mais sur le site fédéral, on ait ce genre d'idées. C'est-à-dire, je ne sais pas, les analyses avec des grands maîtres, les préparations des interclubs, les blitz pizza, les analyses du championnat du monde en direct avec des gens. Donc tout ce qui peut vous passer par la tête, organiser un tournoi homme-femme, voilà, ça peut être tout ce que vous voulez, mais qu'on mette en commun ce genre d'idées que chacun a dans son club et que chacun puisse utiliser. Parce que c'est vrai que la force de notre fédération, c'est quand même les clubs vivants, humains, et le fait qu'on puisse se rencontrer. Ça me semble évident, mais c'est la grande difficulté aujourd'hui. Donc là aussi, j'aimerais qu'on mette tout ça en commun. C'est vraiment la sociabilisation dans les clubs d'échecs qui doit être une priorité, qui n'est pas facile, parce qu'on a beaucoup de concurrence aujourd'hui, une certaine facilité à jouer aux échecs ailleurs que dans les clubs. Donc, à vous de trouver, ça sera à vous, hein, ce sera pas, moi j'ai pas de formule magique, encore une fois, mais ce sera à vous de nous dire et de faire partager vos solutions. Bon, après la fédération est capable de mettre en place des compétitions amicales, conviviales, pour faire venir les gens au club, bien sûr. Sur les compétitions elles-mêmes, donc je vous ai dit qu'on allait réformer la pyramide des interclubs. J'en ai encore parlé la semaine dernière au Cap d'Agde avec Jean-Luc Serret qui dirigeait une commission, la commission Hello et Compétition, qui avait été mise en place par l'ancienne équipe. Le souci, c'est que cette commission existait, mais ses travaux n'ont jamais été votés en comité directeur. C'est quand même un petit peu dommage. Donc j'aimerais qu'un jour on les mette à plat, toutes ces propositions. Jean-Luc a des idées très intéressantes, il n'était pas tout seul, il y avait une vraie commission. Il y a des gens comme Daniel Ross qui ont également réfléchi beaucoup à la structure notamment du top 12. Des gens comme Jean-Baptiste Mulon ou Romain Picard aussi, qui n'est pas drôle ici, je crois. Non, il n'est pas exactement. Voilà, Poitiers, Romain, il est à Poitiers. Donc eux aussi ont réfléchi sur ces interclubs, mais là encore, rien n'est venu jusqu'au comité directeur, pas de vote sur leurs propositions. Donc c'est un petit peu dommage, puis cette multiplication des commissions faisait perdre aussi de leur efficacité, puisque non seulement on avait ces trois groupes-là, mais on avait aussi la commission technique, plus les gens au sein du comité directeur. Donc, c'est un peu flou, ce type de commission. Donc là aussi, j'aimerais qu'on ait des gens responsables, qu'on mette tout ça à plat, les clubs font leurs propositions, on fait des états généraux, on en discute, on fait des arbitrages, on tranche et on y va. À un moment, il faut arrêter de discuter. Mais bon, là aussi, j'aimerais avoir les retours des clubs, donc via ces états généraux. Donc, sur la pyramide, il y a quelque chose qui semble évident, par exemple, dans les autres sports, c'est simplement que pour passer d'une division à une autre, on multiplie par 2. Donc, que ce soit des 2, 4, 8, 16, le nombre de groupes. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Ça peut être aussi 3, 6, 12, mais a priori, dans la plupart des fédérations qui fonctionnent, ça marche comme ça. Chez nous, ce n'est pas ça du tout. Parfois, vous passez à 12, puis 16, puis 24, puis 18. Ce qui fait que pour les montées et les descentes, il y a des choses qui sont totalement incohérentes. Et je suis certain que vous avez tous entendu parler de clubs qui sont repêchés chaque année. Et à chaque fois dans les compétitions, quand vous êtes dernier ou avant-dernier, vous êtes à peu près sûr d'être repêché, simplement parce que la pyramide est tellement mal fichue qu'il y a toujours des repêchages. Bon. Donc il faut que ça s'arrête un petit peu, ce bricolage, et qu'on passe à des choses un petit peu plus... Non mais à plat, on met à plat. Sur les compétitions encore, il y a eu beaucoup de contraintes demandées au club, par exemple le fait d'obliger les gens à avoir des équipes jeunes ou à participer aux Coupes de France. Donc là aussi, on aimerait que ces contraintes soient librement consenties. Donc par exemple, l'obligation de jouer en Coupe de France pour les clubs de National 3, on va peut-être le ramener à la National 2. Parce qu'un club qui vient de monter, bon, quand il joue en Coupe de France, en fait, qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre une équipe de petits poussins pour se faire éliminer. C'est pas quand même très simple. Ça arrive. Après, s'ils ont envie de jouer, libre à eux de mettre une bonne équipe, évidemment. On ne va pas leur interdire de jouer. Et sur les contraintes, il y a autre chose, sur les sanctions. Aujourd'hui, on ne connaît que des sanctions financières. En gros, on donne des amendes aux clubs s'ils ne sont pas faits. Là aussi, j'aimerais qu'on réfléchisse à d'autres possibilités. J'étais président de la commission d'appel sportif. On avait beaucoup d'appels sur les amendes, qui étaient parfois totalement injustifiés. Je donne juste un exemple. Un club qui fait un forfait le samedi et le dimanche, s'il y a une double ronde, il se prenait une amende pour le samedi et une amende pour le dimanche. Alors, a priori, c'est lié à la même chose. Bon. Je ne dis pas que c'est la solution idéale, mais il faudra au moins y réfléchir. Et on peut imaginer aussi des peines alternatives. On n'est pas obligé de donner des amendes tout le temps. Par exemple, un club qui n'a pas d'arbitre pour une rencontre, on peut très bien l'obliger à faire une formation d'arbitrage dans son club.
gens qui l'ont fait, a priori, étaient plutôt malins, puisque ça a l'air d'avoir fonctionné. Je vous le dis tout de suite, moi j'ai été opposé au sein du comité directeur à ce changement, c'est-à-dire qu'on est passé de, que je dise pas de bêtises, 11 rondes à 9 rondes, c'est ça? Donc comme les Open traditionnels. Donc ça m'embêtait un peu qu'on perde cette particularité du championnat de France, la longueur qui permet de s'installer, le jour de repos au milieu. J'aimais bien ce côté tranquille sur un championnat de France. Il se trouve que c'est peut-être pas adapté au monde moderne dans lequel nous vivons et où les gens n'ont pas forcément beaucoup de temps libre, n'ont pas forcément l'occasion de poser beaucoup de congés pour aller jouer au championnat de France. Donc c'est vrai que si on veut éviter d'avoir uniquement des enseignants, des retraités ou des chômeurs, bon, peut-être cette formule est mieux adaptée. Vous voyez, je ne suis pas sectaire, j'avais voté contre, mais a priori elle a l'air de fonctionner. Donc si ça marche, on va la maintenir. Maintenant il faudra sans doute 2 ou 3 ans de recul pour voir si ça fonctionne vraiment. En plus on a joué dans le sud alors que les fois d'avant on était plutôt dans le nord, donc ça y joue aussi. Vous connaissez peut-être le théorème Jean Perrin, quand on va au sud de la Loire, on gagne 200 joueurs. Donc, mais bon, voilà, je ne suis pas hostile non plus au changement, et si jamais la formule fonctionne, ben pourquoi pas. Il y a eu des innovations, notamment de meilleures retransmissions et des commentaires sur Internet qui sont plus efficaces qu'avant. Il y a eu des choses comme la nuit des échecs qui permettent d'assimiler et d'investir la ville, parce que c'est important que le jeu d'échecs soit ouvert au monde et qu'il ne soit pas enfermé dans son parc exposition. Mais là aussi, il y a des choses à améliorer quand même, parce que je ne sais pas si vous étiez à Agen ou sur d'autres championnats de France, quand vous rentrez sur le lieu d'un championnat de France, c'est quand même tristouné. Il n'y a pas forcément des panneaux pour accueillir des débutants, il n'y a pas des gens qui accueillent les touristes ou les spectateurs. Il faut déjà être un public averti pour venir sur un championnat de France en spectateur. Les gens du coin viennent peu. Et on a un petit peu, donc voilà, une possibilité donc d'accueillir plus de gens, d'être un petit peu plus efficace sur l'accueil aux autres, l'ouverture au monde. Peut-être y intégrer d'autres finales, parce qu'on a un autre problème au niveau des compétitions, c'est le calendrier qui est totalement saturé. Donc peut-être on peut glisser quelques compétitions sur le championnat de France. Certaines grandes finales nationales, par exemple, pourraient être accolées au championnat de France. Ce qui permettrait de compenser le fait qu'il y ait moins de jours sur le championnat de France par la création de ces finales prestigieuses. Pourquoi pas? J'en sais rien, mais mettre une Coupe de France ou une finale de la Coupe Loubatière, là encore, pas de tabou, on peut tester peut-être quelque chose. Et ce qui permet de dégager certaines dates du calendrier, par exemple. Ou pas. Mais c'est une solution. Ensuite, donc peut-être créer plus d'événements du style des tournois de blitz, des tournois rapides, pour ceux qui ne peuvent pas se libérer quand même tout l'été. Sur les championnats de France. Sur les championnats de France jeunes, là aussi, je pense qu'il y a une réflexion à avoir, notamment avec les entraîneurs. Récemment, on a augmenté le nombre de participants, beaucoup. Il y a encore 15 ans, il y avait 800 à 900 joueurs. Aujourd'hui, on est à 1300. C'est pas forcément une mauvaise idée d'avoir augmenté le nombre. Ça permet à plus de joueurs de jouer, donc ça fait un côté récompense d'aller jusqu'au championnat de France. Ça permet aussi, quand on négocie avec les villes, de dire qu'on amène 4000 personnes, alors qu'avant on en amenait 2500, 3000. Donc en termes d'unité de restauration, c'est plus intéressant pour les mairies qui nous accueillent. Mais en contrepartie, le niveau de jeu a baissé, forcément, puisqu'on a 300 ou 400 joueurs de plus, qui sont moins forts. Les entraîneurs me font la remarque, clairement, que plus de la moitié des parties ne servent à rien, en tout cas pour l'élite de nos jeunes. Et c'est pas là où ils vont progresser. Les premières parties, clairement, sont beaucoup trop faciles. Bon. À voir. Là aussi, j'ai pas de solution miracle. C'est pas moi qui vais décider tout seul. Il faudra mettre tout ça à plat. Mais s'il faut diminuer de 200 ou 300 joueurs les championnats de France pour que notre élite jeune progresse, c'est peut-être pas la seule solution. Peut-être il y a d'autres solutions, notamment un suivi sur l'année qui aujourd'hui n'est pas réellement fait. Mais aujourd'hui, le championnat de France jeune, c'est aussi devenu une espèce de kermesse, plus qu'un championnat sportif. Et nos résultats à l'international ne sont pas géniaux, honnêtement. Et c'est peut-être lié à ce genre de choses. En tout cas, pas de tabou, on peut en discuter. Ensuite, bon, il y aura des développements qui seront faits au niveau de l'outre-mer, même si ça ne vous concerne peut-être pas directement. Mais là aussi, c'est quelque chose qui a été un petit peu laissé en friche. Bon, autant sur Internet, pour jouer, ça m'embête un petit peu parce que c'est en concurrence avec les clubs, autant avec l'outre-mer, c'est un outil absolument indispensable. Pas seulement pour jouer, mais on peut imaginer des rencontres par Internet, mais aussi tout ce qui est formation. On a déjà mis en place des formations d'arbitres par Internet, avec l'outre-mer,
également des formations d'animateurs qui ont commencé en ligne, notamment Darko Anic fait ce genre de choses déjà. Donc c'est quelque chose qui sera développé. Un autre axe de développement sur l'outre-mer, ça peut être les compétitions internationales. Je parlais tout à l'heure en plaisantant des championnats du monde vétérans, enfin en plaisantant pas, hein, mais vous imaginez par exemple que pour les Nord-Américains, aller jouer dans les Caraïbes, ça leur pose pas de soucis. Donc on peut imaginer d'organiser des championnats du monde, que ce soit vétérans ou même jeunes. Hein. Il y a les infrastructures hôtelières, il y a la restauration. Pourquoi ne pas exploiter un peu nos territoires d'outre-mer? Bon, ça je passe là-dessus, sauf si vous avez des questions plus tard. Un dernier point que je voudrais développer avec vous, je n'ai pas regardé ma montre, un dernier point que je voudrais développer avec vous, c'est sur la vie interne de la fédération. Donc j'ai déjà parlé du fait de réduire le nombre de commissions, qu'elles soient un petit peu plus efficaces, que chaque élu au sein du comité directeur réponde de ses actes et de ses actions. On aura quelqu'un par exemple qui va être en charge du secteur vétéran. Claude Wolfangel, le mari de Jocelyne, pour ceux qui la connaissent, Claude Wolfangel veut s'investir dans le secteur vétéran. Aujourd'hui, on a une commission des vétérans, mais qui vivote, même si elle a fait quelques propositions pour le haut niveau. Là, on voudrait vraiment que ce soit un secteur de grosses activités, avec de nouvelles compétitions propres pour les vétérans. A priori, c'est des gens qui ont un peu plus de temps libre, moins de contraintes de calendrier pour les vétérans. Ils ont aussi des demandes spécifiques, ils n'ont pas forcément envie de jouer avec des petits jeunes, pas que les vétérans d'ailleurs, pas forcément envie de jouer avec des petits jeunes. Donc c'est vrai qu'ils aiment bien jouer entre eux. Il n'y a pas forcément le côté sportif, enfin chez certains oui, on connaît des vétérans très dynamiques, mais pour la majorité on est plus sur le côté convivial, partage, découvrir des beaux endroits, bien manger, bien boire. Bon, là aussi on peut imaginer facilement des partenaires privés qui seraient intéressés par ce public spécifique, je pense. Donc sur les vétérans, donc, on aura un élu, M. Wolfangel, qui rendra des comptes, et si les choses se passent mal, c'est M. Wolfangel qui prendra. Bon, il ne sera pas tout seul, il y aura Antoine Canon qui va s'occuper, lui, du haut niveau vétéran. Lui, ce qui l'intéresse, c'est de participer au championnat du monde, des plus de 65 ans et des plus de 50 ans. Donc c'est lui qui sera en charge de ça. Donc je vous ai déjà parlé du fait que nous voulions épauler les présidents, donc de clubs, de ligues, de comités, avec des formations, donc tout un cycle de formation. Les états généraux, si vous avez des questions, j'y reviendrai. Les participations aux assemblées générales, je ne sais pas si vous êtes venus souvent aux assemblées générales, il n'y a pas grand monde. C'est vrai que ce n'est pas forcément très attirant de se rendre un week-end en région parisienne, sans rien à côté. Donc là, j'aimerais que les assemblées générales, c'est ce qui se fait au niveau de la FIDE, à l'international, vous avez les assemblées générales qui sont en même temps que les Olympiades. Donc il y a du monde, simplement parce que les gens viennent pour jouer, ou pour accompagner leur équipe. Au niveau de la Fédération française, il faut absolument faire la même chose. Si on veut qu'il y ait du monde aux assemblées, si on veut qu'il n'y ait personne, on peut continuer avec le système actuel. Mais si on veut qu'il y ait du monde, on peut le faire pendant les championnats de France, jeunes ou adultes, c'est-à-dire des moments où il y a beaucoup de monde, par exemple. On fait dans la région. Eh bien, vous êtes plus malin que la Fédération. On nous pas le dire. Alors, encore deux mots, puis après, si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir. Sur le siège fédéral, actuellement, le siège fédéral n'est pas du tout adapté à des bureaux, puisque c'est une maison individuelle au fin fond d'une impasse. Donc, oui, pour travailler, c'est pas idéal. Donc, on a trouvé des nouveaux locaux, qui sont des bureaux, dans lesquels les salariés fédéraux veulent aller. Ils sont absolument d'accord, tous, pour aller travailler dans ces nouveaux locaux. Ils sont 2 fois moins chers que les locaux actuels. Donc ça nous permettrait de faire une économie de 15 à 18 000 euros par an. Et ils sont sur la même commune qu'actuellement, ce qui veut dire que le comité directeur peut décider ce changement. Parce que si on change de commune, ça doit être fait par l'Assemblée générale, il faut que les 2 tiers des présents, enfin déjà il faut qu'il y ait 2 tiers des gens représentés, donc il faut une deuxième Assemblée générale, avec le quorum cette fois, et il faut que 2 tiers des gens soient d'accord, ce qui n'est pas toujours le cas. Bon, donc ça peut être plus lourd. Alors que là, c'est juste un changement au sein de la même communauté d'agglomération, donc le comité directeur peut le faire. Donc nous avons ces locaux, ils sont à la disposition de la fédération. Si nous sommes élus, ben, nous irons dans ces nouveaux locaux. Si nous ne sommes pas élus, nous les mettrons à la disposition de la prochaine équipe qui pourra les utiliser ou pas, comme elle veut. Voilà, donc le site internet fédéral, juste 2 mots, je trouve qu'il n'est pas si mal. Les gens aiment bien le critiquer, c'est vrai qu'il n'est pas hyper sexy,
mais il est quand même actualisé régulièrement, donc c'est Joël Maure qui s'occupe de l'essentiel de la mise à jour. J'aimerais quand même que les présidents des commissions soient plus actifs dessus, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup d'actualités, notamment les interclubs, qui sont extrêmement regardés, extrêmement suivis, mais on ne pense pas forcément à le mettre à jour régulièrement. Donc c'est vrai que si les présidents de commissions peuvent avoir leur accès un peu plus étendu et être plus actifs, plus réactifs sur le site internet, ça peut être une bonne chose. Mais honnêtement, il n'est pas si mauvais que ça. Un dernier mot sur les finances et sur la possibilité d'un audit. Alors, il y a un troisième candidat, parce que là nous sommes deux ici ce soir, il y a un troisième qui s'appelle Philippe Dambouche, et dans son programme, il voudrait qu'il y ait un audit externe. Le souci d'un audit externe, c'est que ça coûte très cher, mais très très cher. Sans doute plus que ce qu'on peut économiser suite à l'audit. Donc, on a aujourd'hui une commission de contrôle économique et de gestion au sein de la fédération, qui est entre autres membres, on a un ancien commissaire aux comptes à la retraite qui est très actif, mais c'est toute une équipe qui ont montré une certaine indépendance vis-à-vis de l'ancienne équipe, et quand je les ai invités au comité directeur, ils ont montré une certaine indépendance vis-à-vis de moi aussi, donc ils ne nous feront pas de cadeaux. Je pense qu'ils sont le bon interlocuteur pour ça. Il y a une certaine transparence en tout cas dans leur travail, qui est sur le site internet de la fédération en ce moment. Donc je pense qu'on va plutôt s'adresser à eux. Cela dit, c'est vrai que récemment, j'ai discuté avec Norbert Chittrit, qui était au Cap d'Agde, et il nous a donné l'idée, qui n'est pas mauvaise, d'utiliser peut-être nos ministères de tutelle pour faire ce type d'audit. Parce qu'ils ont des experts qui peuvent aussi nous aider, et ça nous coûterait beaucoup moins cher que d'avoir un audit privé. Donc, voilà. Voilà à peu près pour le gros de notre programme. Après, si vous voulez avoir le détail des gens qui nous soutiennent, du détail sur chaque point particulier, vous avez le site internet de notre liste. Et si vous avez des questions, je serai très heureux d'y répondre dans le petit quart d'heure qui suit, dans les 10 minutes qui suivent. Ou sinon, on peut attendre la fin de la présentation de Bachar aussi. Vous poser des questions, pas de problème. On peut attendre la fin, et puis les gens posent des questions qu'ils veuleux. Enfin, je sais pas comment vous voulez. Faire des questions ouvertes aux deux candidats, si vous voulez, c'est comme vous le sentez. Peut-être plus intéressant de poser après les questions aux deux candidats. On va écouter Bachar maintenant. Ok. Avec plaisir. Je vous remercie pour votre attention. J'ai mis là-dessus. Eh bien, bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Voilà, c'est un petit peu, bon, c'est le format du mur qui ne permet pas d'avoir quelque chose de droit. Alors nous, on a choisi de présenter une liste qui est une liste totalement différente, c'est-à-dire pas une liste endogène. On n'a pas souhaité faire qu'avec les membres de la fédération telle qu'on a connue depuis X années. Et on a choisi une liste d'ouverture, une liste de gens passionnés et une liste avec des compétences que la fédération n'a pas aujourd'hui. Et on a choisi donc 3 termes. Alors là aussi, c'est pas très très joli comme ça, mais bon, c'est avec les moyens du bord. Donc une fédération moderne, ambitieuse et responsable. L'ambition pour la fédération, c'est pas un gros mot. C'est important de progresser. Une fédération responsable, c'est une fédération qui gère bien, qui est dans la transparence, qui présente des comptes tous les 6 mois, donc on ne se retrouve pas dans des situations impossibles où il y a un capharnaüm, comme cela s'est produit au mois de mars de cette année. Alors pour la présentation, alors peut-être que tout le monde ne me connaît pas, je ne vais pas m'étendre très longtemps. J'ai été le premier grand maître français, mais hors échec, je suis un diplômé de Sciences Po, j'ai fait un DEA en économie de l'énergie, j'ai un
parcours professionnel autre que dans le monde des échecs, et je n'ai été professionnel à proprement parler dans la compétition que pendant 4 ans et demi, de 84. Sinon, bien sûr, j'ai passé beaucoup de temps dans le monde des échecs. C'est un monde qui me passionne, comme vous pouvez le constater de manière régulière. J'ai organisé pas mal d'événements, mais on va passer aux autres. Je crois que ça sera plus intéressant de découvrir les autres personnes. Les autres personnes, vous avez Sophie Millet, qui a à nouveau gagné à Agen cette année, qui est la championne de France pour la 5e fois, pas consécutive, la 5e fois. Éric Priet, qui est aussi un grand maître, qui fait aussi beaucoup de choses dans sa région. Et puis Marie Leclerc, qui est une ancienne championne de France jeune, qui était dans le monde de la communication, qui est consultante et qui nous rejoint pour cette équipe. Une FFE plus forte, une FFE moderne et ambitieuse, c'est une FFE qui a un service marketing qui fonctionne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on va sur Google regarder FFE, on tombe sur équitation, escrime, et puis échecs dans les limbes. Donc ça veut dire que la Fédération française des échecs n'existe pas en dehors de notre monde à nous, endogène. Et ça, c'est un point important. Véronique Rebois connaît très bien le monde du marketing et elle va nous aider dans ce domaine. Bruno Delport, c'est plus pour les médias. Bruno Delport, c'était le patron de Radio Nova, de TSF Jazz. C'est le patron de Solidays aussi. Donc c'est quelque chose aussi de très très important, d'avoir un accès aux médias. On en parle toujours, on dit on n'a pas assez accès aux médias, c'est pas simple. Donc c'est important d'amener des personnes de l'extérieur qui viennent. Cyril Dimet, c'est un ancien joueur d'échecs, qui est maintenant donc, avocat, qui est revenu à travers ses enfants et qui va nous aider sur la partie juridique. Rudolf Hidalgo, c'est aussi un juriste, mais un ancien commissaire divisionnaire, qui était numéro 2 de la Grande Récré, un karatéka aussi, 4e dan, et il m'a dit le karaté, 185 000 membres. J'ai dit oui, les échecs, c'est 60 000. Bon, on va essayer de travailler ensemble pour essayer de faire avancer les choses. Alors, question, 3 de ces 4 personnes n'étaient pas licenciées à la Fédé avant, avant qu'on parte dans cette campagne. La question pourrait être, mais ils n'étaient pas licenciés, donc ils ne connaissent pas la Fédé, donc ils n'ont pas de légitimité. Moi, j'inverse la question. Je dis, comme ce sont des passionnés qui connaissent bien les échecs, mais qui n'ont jamais franchi le cap, la question, c'est nous qui devons la poser. Pourquoi ces gens-là n'ont jamais franchi le cap? Bâtir des partenariats solides. C'est-à-dire qu'on a décomposé cette liste. C'est-à-dire qu'elle n'a pas été faite au hasard, elle n'a pas été faite juste pour aller sur des territoires, être présent. Non, on a voulu faire quelque chose d'ouvert avec des personnalités qui sont des passionnés d'échecs, comme dit Gilles Bethauser. Bon, ben lui, il a trouvé Maxime Bachier-Lagrave en lisant Europe Échecs. C'est un lecteur d'Europe Échecs depuis qu'il a 20 ans. Mais lui non plus, il n'avait jamais franchi le pas. C'est un passionné de rugby aussi, passionné de jeux d'échecs. Il a organisé le Paris Grand Chess Tour. Il le réorganisera de toute façon aussi en 2017. Ça a été confirmé récemment. Et puis il soutient Maxime depuis quelques années. Il l'a découvert dans Europe Échecs. Il est allé à sa rencontre. Et aujourd'hui, il le coach. Ce n'est pas seulement un soutien financier, c'est pour l'aider dans ses matchs quand il va jouer, pour pouvoir être entraîné par des très grands joueurs, mais il va l'accompagner de manière régulière. Et pour lui, si on veut aller plus loin, il va bien sûr aller vers les centres d'excellence de formation pour pouvoir drainer cette jeunesse. Jean-Michel Blanquer, vous le connaissez peut-être un peu plus. Jean-Michel Blanquer, c'était l'ancien directeur général de l'enseignement scolaire, et il était aussi directeur de cabinet adjoint au ministère de l'Éducation nationale. C'est lui qui a signé la convention entre le ministère et la FFE en 2007. Il a été recteur en Guyane et à Créteil. On ne peut pas dire qu'il n'aimait pas les échecs, puisqu'il a tout fait pour que ça soit vraiment un gros succès. Aujourd'hui, c'est le directeur général de l'ESSEC, et c'est important d'avoir quelqu'un qui a cette vision de l'extérieur, qui rejoigne la fédération, qui soit de notre côté, pour pouvoir nous aider dans nos démarches futures. Jean Stone, c'est un passionné, c'est Pantagruel, je veux dire, un personnage rabelaisien. Il aime les échecs passionnément, comme il aime tout ce qu'il fait, les mathématiques, la paléontologie, l'économie. Et
il sera vraiment d'une très très grande force pour la fédération puisqu'il donne une centaine de conférences dans des entreprises. Et donc pour le partenariat, eh bien, on a l'obligation, je dirais ça c'est la figure imposée, d'avoir un docteur dans les 12 premiers de la liste. Donc Nathalie Franc fait partie de cela, c'est une ancienne joueuse, elle est pédopsychiatre. Johanna Basti a suivi les dossiers avec l'éducation nationale, UNSS et les autres. Donc Laurent Fred est arbitre international aussi qui est reconnu, et Frédéric Loyarté qui s'occupe de la direction du handicap, qui a fait un superbe travail et qui continuera. Donc on a aussi ces liens qui vont permettre aussi à la Fédé de continuer. Ce n'est pas simplement une liste ouverte de gens qui ne connaissent pas le fonctionnement fédéral. Il y a beaucoup de gens qui connaissent aussi le fonctionnement fédéral à l'intérieur. Président de ligue, il y en a aussi. Il y a le président de la Ligue d'Île-de-France, qui est aussi très très actif, qui est un retraité, qui fait un gros travail. Jean-Paul Grigio, la région Grand Est, qui a été élu avec un score incroyable, 162 sur 162, mais il n'y avait personne d'autre. Philippe Blot, qui était l'ancien président de la Ligue Nord-Pas-de-Calais, qui est maintenant le vice-président de la Ligue Hauts-de-France, et puis Patrick Lofron, qui est un principal de collège, qui travaille aussi énormément, et qui devrait, normalement, le 19 novembre, être le nouveau président de la Ligue Bourgogne-Franche-Comté, donc dans 2 semaines. Adrien Hervé, je l'avais appelé au mois de mai pour lui demander de nous rejoindre, et il avait accepté d'emblée, et je lui avais demandé de s'occuper d'autre chose que le handicap. Il m'avait remercié, il m'avait demandé de s'occuper des compétitions. Je lui avais dit oui pour les compétitions parce que je voulais envoyer un message fort vis-à-vis de l'extérieur pour montrer que le jeu d'échecs est capable de rassembler et d'amener vraiment tout le monde ensemble. Bon, il a disparu dans la nuit du 14 au 15 juillet. Ses parents, nos colistiers, on a souhaité qu'il reste sur la liste puisque la liste avait été déposée le 11 juillet, soit 3 jours avant. Donc une fédération moderne, c'est une fédération qui bien sûr permet aux ligues, aux comités de travailler encore mieux. Ça permet de protéger les clubs des conséquences donc, de la réforme du territoire. Vous voyez bien qu'il y a eu un découpage qui a été fait. Maintenant, il y a 13 grandes régions, hein, comme de partout. Donc il va falloir réellement s'adapter à ça. Il faudra essayer de maintenir les compétitions de proximité. Pas simple, hein. Maintenant on voit bien, il y a les distances, il y a des choses qui se passent, comment on fait. Il faudra contribuer au financement, et ça c'est la mesure, je dirais, importante de notre mandat, emploi d'un référent près de chaque ligue, et donc se rapprocher des préoccupations des clubs. Une fédération moderne, c'est aussi une fédération qui dit on va essayer d'avancer dans d'autres directions. Aujourd'hui, on est une fédération sportive où on s'est axé principalement, depuis presque toujours, sur les compétitions. Mais le domaine scolaire, on ne l'a pas vraiment pris. Je ne parle pas de côté compétition, parce que le domaine scolaire, compétition, oui. Mais le domaine scolaire, initiation, comment on fait pour drainer, massifier, on n'a jamais adressé cette problématique, réellement. Et ça, c'est quelque chose qu'il va falloir commencer à adresser si on souhaite augmenter nos effectifs, si on souhaite massifier. Ce qui s'est passé avec les partis majoritaires, c'est le début d'un plan, c'est le début d'une vision, c'est de dire, voilà, aujourd'hui on a démarré dans une ville, Orsay, donc le maire d'Orsay est dans la liste, il y a eu le Blanc-Ménil, il y a d'autres villes qui actuellement sont en discussion. Si nous arrivons avec la fédération à faire cela dans 100 villes, 200 villes à terme, le jeu d'échecs sera beaucoup plus populaire et les clubs devront bien sûr s'adapter. Il va falloir se réformer, il va falloir que les animateurs soient de plus en plus formés pour pouvoir accueillir, mais on va vers une fédération qui va augmenter le nombre de ses licenciés. Donc ça, c'est du concret, c'est avoir une vision. C'est pas seulement dire on va gérer au jour le jour, on va voir comment on va faire, on ne sait pas. Là, c'est vraiment un axe qui a déjà démarré, et avec bien sûr des partenaires extérieurs, parce que la fédération toute seule, elle ne peut pas le faire. Il faut que ce soit des groupes comme Thales ou d'autres grands groupes qui puissent nous aider à travailler avec les villes. Alors bien sûr, des initiatives au service des clubs, il faut maintenant geler les tarifs des licences pendant au moins 4 ans. Il ne faut pas dire à chaque fois
on va augmenter la licence, on n'a plus d'argent, comment on va faire, on n'arrive plus à boucher les trous, et donc allez, on va taper chez les clubs. Ça ne fonctionnera pas très longtemps. Donc il faut améliorer les outils fédéraux et simplifier les procédures. Le référent, c'est quoi? Le référent, c'est un cadre technique régional par ligue au service des clubs. Si aujourd'hui on reste sur la même logique, c'est-à-dire qu'avec les ligues et les comités départementaux, certes, ça fonctionne, mais pour aller plus loin, il faut qu'on ait une personne en plus qui puisse servir de relais auprès de tous les clubs. Et donc, il y a des aides logistiques. Il faut, bien sûr, dans certains comités départementaux, par exemple, moi hier, j'étais en Mayenne. J'ai vu qu'ils sont passés de 150 à 450, 500 personnes en quelques années. Hier soir, on était 12, 13. Il y avait du monde. Voilà, il y a des endroits où ça va beaucoup plus vite, des endroits où ça va moins vite. Et donc, ça va être important de pouvoir insuffler, apporter. Mais comme on l'a tous dit aussi, c'est le bénévolat, c'est le fait que les présidents de clubs s'activent, s'investissent, qui va aussi faire bouger ça. Mais si on ne dit pas, il y a certains présidents de clubs qui ne savent pas ce que c'est que remplir une fiche de paye, qui ne savent pas ce que c'est, comment fonctionne la TVA, si on ne leur explique pas comment ça fonctionne, ça ne marchera pas. Voilà, donc on est obligé d'aider avec tous les dossiers de subvention, sponsoring, et ce n'est pas la fédération toute seule d'en haut qui peut faire ça avec 800 clubs. C'est pas possible, ça ne fonctionnera pas. Donc il faut quand même regarder la réalité. Soit on veut devenir une fédération sportive qui tienne la route, et on prend le pas de ce qui se fait dans d'autres fédérations sportives, on met des moyens, on essaye d'y aller, soit on dit, bon, on est content, on est entre soi, et on reste dans notre monde, un truc qui fonctionne plus ou moins. Voilà donc, c'est à terme, bien sûr, 13 nouveaux emplois, pour aider, c'est pour aider la fédération, c'est pour aider les clubs, c'est pour renforcer, c'est pour qu'on aille plus loin, qu'on ne reste pas à ce satané chiffre de grosso modo 60 000 licenciés sur lequel on est depuis X années. Une fédération ambitieuse, oui, c'est pour faire décoller le nombre de licenciés. Et le chiffre de 100 000 ne doit pas être tabou. Et quand on dit 100 000, c'est un chiffre qui est tout à fait réalisable. En dessous de 100 000, on n'est pas dans les stats de l'INSEE. On n'existe pas. Voilà. Pour vous dire les choses. Vous allez regarder, c'est public. Et donc nous, on n'existe pas. On n'est pas dans les stats de l'INSEE parce qu'on est en dessous de 100 000. Donc les commissions, elles doivent être dotées de moyens d'action. On ne peut pas dire simplement aux commissions, bon, on a nommé une commission, et qu'est-ce qu'elle fait, comment elle va travailler, quels vont être ses moyens, si on ne les supporte pas matériellement. Donc le référent régional, il va pouvoir être un catalyseur pour soutenir les ligues dans le déploiement des stratégies fédérales. Bien sûr, réforme des territoires, et on en a parlé avec André Rossineau, qui est le père d'Hélène Rossineau, par rapport aux régions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la réforme administrative en France fait que ce sont les 13 régions et les 15 métropoles où va se passer énormément de choses. Donc il faut que la fédération elle se mette en mode de marche par rapport à ça aussi. Et si on ne le fait pas, on sera passé à côté du train. Donc mettre des pôles d'excellence. L'idée de Bethauser de parler de pôles d'excellence, c'est une excellente idée. Mais pôle d'excellence, ça ne veut pas dire juste un truc parisianiste. C'est un pôle d'excellence qui va sur tout le territoire. Et le pôle d'excellence, parce qu'il y a des jeunes, il y a de la formation, il y a des choses à faire sur tout le territoire, et il y a des budgets qui existent auprès des régions qu'il faut aller chercher. Si on ne le fait pas, on ne les aura pas. Si la fédération ne le fait pas, si les ligues, si ensemble on ne fait pas ça, on n'aura pas accès à ces budgets, et donc on sera passé à côté de quelque chose, et la fédération décroîtra, et ça ira de plus en plus mal. Donc c'est important d'aller vers cela. Donc on va dynamiser donc, le haut niveau jeune et adulte. On renforce notre capacité à couvrir une masse grandissante de pratiquants. Si on n'a pas de masse grandissante, on n'existera pas. Soyons clairs. À 60 000, ou bien on est content, on est dans la famille, on se dit bon très bien, ou bien alors on reste à 60 000, notre chiffre, et puis bon, on y sera ad vitam aeternam. Donc soit on accepte le fait de dire on va déjà essayer d'aller vers 100 000, on va aller vers le scolaire, on va aller vers le loisir,
on va se consolider tout ce qui est compétition, et puis on va avancer, et puis on va faire bouger la fédération. Et il y aura d'autres personnes, d'autres bénévoles, d'autres talents qui vont venir aussi nous rejoindre. Donc c'est des nouveaux modes de collaboration entre les clubs et les grandes ligues régionales. Une fédération responsable, c'est une fédération qui allie une rigueur de gestion et du réalisme. C'est-à-dire, on ne peut pas, bien sûr, faire des plans sur la comète. Et je peux vous assurer que sur notre liste, il n'y a pas grand monde qui fait des plans sur la comète. C'est-à-dire, on sait ce que c'est que la gestion, on sait ce que c'est que le réalisme. Et quand on nous a dit, au mois de mars, bon, ça va mal. Moi, je n'ai pas eu... je dis ce que j'ai à dire, toujours. Je me fiche de ce que disent les autres. Je dis ce que j'ai à dire. Quand j'ai vu qu'il y avait un coup d'État au mois de mars, j'ai dit c'est un coup d'État. Parce qu'il y avait quelques porteurs de voix qui étaient là, et ça c'est une des dérives de cette fédération pour le moment, c'est que c'est des porteurs de voix qui décident de moments cruciaux. Ça c'est pas normal. Voilà, je le redis. Que certains n'étaient pas contents de la gestion et qu'ils aient pu aller dans la destitution, why not, on est en démocratie, mais qu'il y ait des porteurs de pouvoir qui savaient ce qu'ils allaient faire et qui ont fonctionné dans cette machination, ça c'est quelque chose qui est inacceptable. Et je l'avais dit, je savais très bien que le résultat allait être ce qu'il allait être, mais je l'ai dit et je dirai toujours. Donc on nous a dit, ça va mal, les finances vont mal, il y a un déficit, BNP Paribas est parti, c'est la Bérésina. Allez, on nous a sorti un truc ad notam. Voilà. Donc, oh, il devait y avoir quelques personnes qui avaient dû travailler sur le sujet auparavant. Je ne suis pas né de la dernière pluie. Donc j'ai bien vu ce qui se tramait, et c'est pas comme ça qu'on gère une fédération. Maintenant, on nous dit peut-être que les résultats ne sont pas si mauvais financiers. Alors il faudrait savoir. Soit ils étaient mauvais, et pourquoi on l'a destitué, soit ils ne sont pas si mauvais, et en 6 mois, on ne redresse pas une fédération. Je gère depuis très longtemps, en 6 mois, on ne redresse rien du tout. C'est pas vrai. Donc, il faudra savoir exactement ce qui s'est passé à ce moment-là, et donc d'une gestion qui est peut-être mal expliquée, qui est peut-être désordonnée, confuse, c'est possible, en arriver à ça. J'avoue que je n'ai aujourd'hui aucune visibilité. D'ailleurs, nous sommes le 4 novembre. Avez-vous d'état des comptes de la FFE du 31 août? On nous avait dit qu'on nous les donnerait le 31 octobre. On est le 4 novembre, on ne sait toujours rien. Les élections, c'est le 10 décembre. Donc nous, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait prévu ça. On a dit, on va pas vouloir arriver avec une trésorerie chancelante, et donc on va garantir un montant. On l'a dit depuis un moment, et on l'a fait, c'est acté, signé, il y a une caution qui est faite pour qu'il y ait 260 000 € dans les caisses de la fédération, pour qu'il n'y ait pas de problème de trésorerie, puisqu'on nous a dit que BNP Paribas c'était fini le 31 décembre, et qu'à partir, pour l'année 2016, on était grosso modo un déficit de 100 000 € si on avait les dépenses actuelles qui étaient à peu près les mêmes. Mais je ne sais pas, je ne suis pas rentré dans... Donc, une gestion sérieuse et responsable, c'est aussi ça. C'est de dire, on arrive, on fait que le fonctionnement fédéral puisse fonctionner. Donc, on garantit ces apports, 260 000 €. Donc, les compétitions nationales, on ne veut pas commencer à rogner sur les jeunes qui peuvent aller au championnat en disant, bah, toi, tu ne pourras pas y aller parce que tu n'es plus dans le quota, parce qu'il n'y a plus l'argent. C'est pas normal. Les jeunes ont fait des efforts, les clubs ont fait des efforts, les entraîneurs ont été là. Sinon, on va faire tout partir. Il faut maintenir les efforts budgétaires donc, aux directions. Donc on va mettre un budget de 25 000 €. Et puis, mettre en place les référents. Parce que, d'abord, il faut que la fédération elle-même fasse le premier pas. Si on prend le cas de 13 référents, ça fait à peu près 3 par an. On en arrive à 12 sur une mandature. 3 par an, si vous prenez un chiffre qui est de l'ordre de 28 000 €, et on ira chercher aussi les compléments pour faire fonctionner ce poste. Parce qu'il est très important si on veut atteindre les objectifs dont j'ai parlé tout à l'heure. Et le président fédéral, ça je le dis, je serai bénévole. Il n'y aura pas de confusion des genres avec Europe Échec.
Je crois, pour ceux qui ont dû le recevoir, que j'ai été extrêmement clair, y compris dans un éditorial que j'ai écrit récemment. Je démissionnerai je ne serai plus directeur de la publication et je ne serai plus rédacteur en chef d'Europe Échec si notre liste était. Voilà. Les choses doivent être extrêmement claires. Ensuite, président, bon, ça a un coût. C'est pas excessif, mais c'est quand même 50 000 €. Et on m'a dit, j'ai cru entendre que on est bénévole en tant que président, mais on veut se faire payer en tant que directeur général. Alors bon, et puis je sais pas, on va peut-être se faire payer aussi pour d'autres postes. C'est pas logique. Un président, il est en représentation. Il va chercher les partenaires. Il va discuter avec les autorités. Il est là pour essayer de rassembler en permanence. Un président, il n'est pas là pour remplir les dossiers, faire les choses avec les ministères. C'est pas son rôle, c'est pas son boulot. C'est le boulot du directeur général ou de ceux qui sont en train de faire tourner, de faire fonctionner la machine administrative qu'est la FFE. On ne peut pas faire les deux. On n'a que 24 heures dans une journée, et même si on travaille 14 heures, comme le font beaucoup d'entre nous, on ne peut pas faire en... Il faut simplement donner une autre dimension à la FFE. Ce qui marche, ça marche, bravo. Et on va mettre plus de moyens pour que ça fonctionne. Donc, il faut pérenniser les compétences, les salariés. Pour le siège, comme il a été dit, il y a un siège, très bien. Si l'Assemblée Générale souhaite que ce soit là-bas, ça sera là-bas. On verra. Ce n'est pas une question urgente. Les salariés, ils sont à Saint-Quentin pour le moment. Il y en a qui viennent d'ailleurs. On les a d'ailleurs vus avec André Rassner. On est allé les voir au mois de septembre pour discuter avec eux, essayer de comprendre un petit peu quelles étaient les difficultés, les problématiques. Et on a eu un dialogue tout à fait courtois, très très agréable par rapport. Et on n'est pas allé les voir en disant bon, on attend le résultat de l'élection, on va vous voir après. On est des gens responsables. Donc voilà, c'est la priorité à la gouvernance, une démocratie fédérale, de synergie avec le terrain, une interaction dans les projets, les décisions. On va travailler avec tout le comité directeur. Je ne suis pas omniscient, je ne suis pas un homme providentiel. J'ai toujours été en retrait sur la plupart des projets auxquels j'ai participé, et je peux vous assurer qu'on en a fait pas mal, mais j'ai toujours essayé, pour Europe Échec, pour ce qui concerne, de mettre la revue en avant, parce que c'est l'institution qui prime sur l'homme. Et ça sera exactement le cas au service de la fédération. Donc tous les projets seront mis en partage, à la connaissance de tous, pour enfin une fédération qui rassemble. Et voilà, je vous fais juste lire le mot de soutien d'un président de club aussi, comme vous tous, qui êtes là, qui résume beaucoup mieux que ce que nous souhaitons faire, que ce que j'ai pu vous dire en une demi-heure. Merci beaucoup. Des questions? Des questions ouvertes? Oui, moi j'en ai une. Oui. J'ai une question pour les deux candidats. Apparemment, Bachar a répondu partiellement, je pense, à cette question-là. Mais bon, c'est une question matérialiste, je veux dire, à laquelle tout licencié de base est sensible. Donc c'est le coût des licences. Et là, donc Bachar a évoqué le gel du tarif des licences pendant 4 ans. C'est bien ça que j'ai compris. Donc la question c'est, suite à l'augmentation, très importante, mais à l'augmentation quand même de la licence cette année, quelle est la politique pour les années suivantes à ce niveau-là? Donc sur l'évolution du tarif des licences. Donc là, Bachar a dit gel pendant 4 ans. Donc là, sous-entendu, moi ce que je demande à ce moment-là, qui finance? Alors, est-ce que c'est un privé? Je vais répondre. Et dans la continuité de ça, c'est tout à l'heure a été évoqué l'apport financier de 260 corps par an, mais par qui? Voilà. Alors, j'ai bien dit que c'est une caution que nous avons amenée, nous, notre équipe, pour dire c'est pas des paroles électorales, c'est une caution que nous amenons. Nous avons des partenaires qui viendront
à la fédération, et on ne va pas demander aux licenciés de payer le déficit ou l'évolution de la fédération. C'est-à-dire, c'est mécanique. C'est-à-dire, si on reste à 60 000